N'achète surtout pas d'ETF avant d'avoir vu cette vidéo, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Tout le monde te dit d'acheter des ETF, mais personne ne te dit exactement quoi regarder avant de les sélectionner. Parce qu'actuellement, tu veux acheter des ETF, mais tu fais peut-être ces erreurs sans le savoir. Tu achètes des ETF sans savoir si c'est le bon, tu penses qu'un ETF monde, c'est zéro réflexion, tu regardes seulement la performance de ton ETF, ou encore tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF-là. Tous les ETF peuvent se sembler identiques, mais certains peuvent réellement saboter ta performance pendant 20 ans. Des frais élevés que tu ignores, tu répliques mal l'indice suivi, tu es fiscalement désavantageux et en plus tu crées un faux sentiment de diversification. Heureusement que tu es là, jeune investisseur, puisque dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 critères indispensables que tu dois absolument regarder avant de sélectionner des ETF. Si tu es intéressé justement pour mieux investir ton argent en bourse, eh bien tu as juste à laisser ton plus beau pouce vert au sein de cette vidéo et également t'abonner à la chaîne de Sequoia. On passe sur le premier critère, mais juste avant, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. Pense à bien faire tes propres recherches. Le critère numéro 1, c'est l'encours sous gestion, c'est-à-dire c'est le total de liquidité à l'intérieur, donc apporté par les actionnaires dans l'ETF. Donc un ETF avec moins de 100 millions d'encours sous gestion peut être ce qu'on appelle illiquide. Une taille de fonds élevée montre une solidité et une confiance accrue des investisseurs envers l'ETF. Voilà, je t'ai montré deux exemples. Par exemple, un ETF qui a plus de 3 milliards d'encours sous gestion, donc en termes de fonds, et une taille de fonds, tu vois, de 61 millions d'euros, c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Pourquoi est-ce que c'est pas recommandé d'avoir un fonds, enfin de choisir un ETF avec un total d'encours sous gestion inférieur à 100 millions? Eh bien parce que ton ETF peut fermer. Donc que se passe-t-il réellement justement? Eh bien lorsqu'un émetteur ferme, généralement, donc ce n'est pas dû à un effondrement de marché, mais plutôt à un manque d'attraction de capitaux rendant l'ETF non rentable pour la société de gestion. Quand je parle de société de gestion, tu as par exemple Amundi ou tu as BlackRock avec ses produits iShares, tu as également Xtrackers, tu as BNP Paribas, bref, toutes ces sociétés qui vont émettre des ETF, eh bien sûr font, premièrement, pourquoi est-ce qu'ils le font? Eh bien c'est un produit avant tout commercial qui a un coût pour l'entreprise et donc qui recherche la rentabilité. Puis ensuite, c'est financier. Donc les 4 étapes sont: première étape, si un ETF est liquidé, donc l'émetteur bien sûr t'informera des dates de fermeture et de liquidation, puis ensuite tu auras un préavis d'au moins 30 jours à l'avance pour que les investisseurs, donc pour que toi, tu puisses trouver un autre ETF et changer de stratégie, d'accord, le temps que tu te décides. Et ensuite, si tu possèdes des parts de cet ETF-là, tu recevras un montant en espèces équivalent à la valeur de tes avoirs lors de la liquidation, pas la valeur du dernier jour, d'accord? C'est vraiment la valeur des avoirs lors de la liquidation. Et il peut y avoir bien sûr un délai de quelques jours entre le début de la clôture et la liquidation. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer? C'est pour ça que c'est très important de choisir un fonds supérieur à 100 millions. Et bien, il peut y avoir des variations de prix des actifs durant cette période, des variations de prix de ton ETF. Donc, c'est pour ça que ça risque de bouger beaucoup et tu peux perdre donc de l'argent sur un ETF avec un faible encours sous gestion. Donc, pense très bien à ça. Il y a deux scénarios. Soit tu le gardes, ou alors donc tu le gardes et donc tu attends que l'ETF donc te rembourse, enfin te verse un montant en espèces équivalent à la valeur, comme je te dis, tu vois, je suis sur la diapo précédente, enfin juste sur le point précédent. Ou soit tu décides de le vendre immédiatement, profitant soit de tes plus-values si tu as investi plus ou moins à la bonne période, ou soit des moins-values malheureusement. Donc c'est un point vraiment que tu dois noter. Critère numéro 2, les dividendes. Alors il faut bien savoir un truc, c'est que un ETF va être soit distribuant, donc il est idéal si tu recherches des revenus réguliers, je vais en venir un peu plus tard, ou capitalisant. Et en fait, ça va vraiment dépendre de tes objectifs de vie et attention aussi à la fiscalité. Justement, on va y revenir. Les types de dividendes, comment est-ce que l'ETF gère de l'argent à l'intérieur? Donc, parce que forcément, un ETF, tu sais ce que c'est un panier d'actions et à l'intérieur de ce panier, tu as des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes et certaines d'entre elles versent des dividendes. Donc, soit le fonds, donc l'émetteur, donc l'ETF va être capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont immédiatement réinvestis dans le fonds pour acheter de nouvelles parts. Donc en effet, ça maximise en plus la boule de neige, donc ça crée les intérêts composés beaucoup plus rapidement. Et tu as une optimisation fiscale, donc ça retarde l'imposition hors enveloppe fiscale car pas de revenus perçus. Donc sur les différents sites, donc c'est soit accumulant, capitalisant, capitalisation, tu vas voir voilà, ces différents termes. Ça va être AC, tu vois, ACC ou C tout simplement en fonction des différents ETF que tu as. Bref, il faut vraiment que tu regardes ce petit point-là. Deuxième ensuite, c'est le distribuant.
ça va être un versement de cash. Donc ici, c'est vraiment idéal pour les investisseurs qui vont rechercher des revenus passifs. Cependant, attention au frottement fiscal, notamment sur le compte titre ordinaire, où ça va te demander, donc tu vas être imposé à 31,4% maintenant à la flat tax. Donc tu verras que c'est soit marqué distribuant, donc 10D, idéal, voilà, si tu recherches des ETF de ce style-là. Alors bien entendu, je t'ai mis juste au-dessus, tu as l'Invesco Eurostoxx High Dividend Low Volatility qui verse des dividendes à l'intérieur de ton PEA. Il est éligible au PEA, celui-là, et il te permet d'être diversifié donc dans la zone euro. Donc très intéressant si tu veux générer des revenus passifs, optimiser fiscalement pour recevoir des revenus avec ce type d'ETF. D'accord? Ceci n'est pas un conseil en investissement. Pense à bien faire tes recherches aussi à côté. C'est très important. Et n'hésite pas, tiens, à me dire dans la zone des commentaires si tu veux que je sorte une vidéo sur le top 3 des meilleurs ETF distribuants, donc les meilleurs ETF à dividendes. N'hésite pas à me dire en commentaire et aussi toi à me dire si tu possèdes des ETF capitalisants ou si tu es plutôt distribuant. Donc dis-moi ça dans la zone des commentaires. Critère numéro 3, c'est la répartition géographique large. Tu vas comprendre, un ETF diversifié te protège contre les aléas d'un seul marché ou secteur. Personnellement, je préfère m'exposer à des zones géographiques plutôt que des thématiques ou secteurs. Attention, je vais m'expliquer un peu plus en détail. Tu peux très bien mettre des ETF thématiques ou sectoriels à l'intérieur de ton portefeuille. Cependant, il faut bien comprendre la logique et la stratégie que tu vas mettre derrière. Par exemple, les ETF sectoriels ou thématiques, par exemple, tu as l'eau, la robotique, la santé, les minières, bref, sont beaucoup plus volatiles que des ETF qui sont beaucoup plus larges. Tu le sais, imaginons qu'on a un crack, je sais pas, qu'on a une correction bulle, par exemple, de l'intelligence artificielle, ça pète, et bien tout ton secteur intelligence artificielle, semi-conducteur, peut prendre extrêmement cher et peut voir vraiment de fortes pertes à l'intérieur. Donc c'est pas forcément ce que je te recommande en effet. Plutôt, il faut réfléchir de cette manière. Personnellement, je trouve que c'est bien d'intégrer des ETF qu'on appelle satellites, c'est-à-dire autour du coup de ton cœur de portefeuille. Vraiment, c'est les fondations, c'est le terrain passif que j'appelle avec des indices plutôt larges. C'est-à-dire tu as soit du MSCI World, par exemple, si tu veux faire uniquement une ligne, ou pourquoi pas faire du S&P 500, de l'Eurostoxx 600, un peu d'emerging markets. Voilà, plutôt des indices qui sont plutôt larges, qui vont plutôt traquer une zone géographique, d'accord? Puis ensuite, pourquoi pas un petit boost potentiel, où ici tu peux rajouter des ETF qu'on appelle satellites. Ça va être des défenses sur l'intelligence artificielle, les santé et les minières, tu vois, qui représentent par contre entre 10 et 20% de ton patrimoine. Et plutôt sur les secteurs donc géographiques un peu plus larges, ça va être sur le MSCI World, comme je t'ai dit, voilà, qui va représenter 80 à 90%. C'est un peu plus large, mais en tout cas, ça te permet, tu vois, de réduire la volatilité parce que imaginons que tu te dises, écoute, moi je crois à 100% à l'avenir de l'eau ou je crois à 100% aux minières parce que là je vois que le cours de l'or monte. Tu investis 100% de ton patrimoine dessus, mais imaginons que je sais pas, que les taux d'intérêt baissent, que le dollar revient à la hausse, et bien donc, on peut voir une réelle correction sur le marché, sur l'or, je veux dire, et tu peux prendre extrêmement cher. Donc là aussi, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, si tu veux apprendre à construire un portefeuille performant avec les ETF, avec les actions, tout en générant des revenus passifs et construire ton avenir financier, il faut savoir que l'école Sequoia met à disposition des créneaux horaires offerts pour que tu puisses échanger soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia, comment est-ce que tu peux te former intelligemment. Si tu es intéressé, tu as juste à scanner ce QR code qui est juste ici ou aller directement dans le premier lien dans la description pour réserver un appel où on va tout expliquer, la communauté Sequoia, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut t'aider à créer, à bâtir un portefeuille performant à long terme, comment t'aider à te bien débuter, à bien te lancer avec des outils qui sont adaptés, et ça c'est un indispensable et tu ne pourras pas le trouver sur internet. Donc si tu es intéressé, tu scannes juste là ou alors c'est le premier lien dans la description. On continue. Le critère numéro 4, l'avant-dernier, c'est la tracking difference. Cet indicateur mesure l'écart entre la performance de l'ETF et l'indice suivi. Tu le sais, un ETF c'est extrêmement simple, il a pour but de répliquer, de suivre un indice boursier. Quand je parle d'indice boursier, c'est S&P 500 pour les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, donc l'ETF va venir essayer de suivre, d'accord? Ou quand je parle, tu as aussi le CAC 40, d'accord, qui va suivre les 40 plus grandes entreprises françaises. Et en fait, l'idée de cet ETF, c'est qu'il doit venir répliquer cet indice. Cependant, tu as certains ETF qui vont pas forcément répliquer de la meilleure manière ces ETF, enfin ces indices, je veux dire. Plus il est faible, donc je parle du tracking difference, d'accord, plus il colle, mieux ton ETF colle, comme je t'ai dit, à l'indice du coup. Alors, pourquoi la tracking difference est cruciale à regarder? Puisque tout simplement, elle va mesurer l'écart de performance. Et nous, on recherche de la performance à long terme. Donc plus cet écart est négatif, enfin plus cet écart est grand, que ça soit positif du coup, tant mieux pour nous, mais si c'est négatif, c'est moins bon. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de chercher l'écart le plus faible, proche de 0,
voire positif. Tu verras que certains ETF, oui, possèdent un écart positif pour avoir plus de performance. Deuxièmement, c'est les frais réels. Un ETF avec 0,2% de frais, mais une tracking difference de moins 0,5%, te coûte réellement 0,5%. En effet, il faut faire attention à ça parce qu'un ETF qui possède de faibles frais, oui, c'est très bien, on va le voir d'ailleurs un peu plus tard, mais cependant, si la tracking difference est trop supérieure, donc ça gommera justement cette performance et donc ces frais sont en supplément dessus. Donc c'est pas forcément l'idéal. Cependant, un ETF souvent qui a moins de frais a souvent une très bonne tracking difference. Ensuite, à ne pas confondre surtout le tracking error et la tracking difference. La tracking error, en fait, ça mesure tout simplement plutôt la volatilité, c'est-à-dire la régularité, l'écart entre les deux, mais pas la performance. Alors, c'est un peu étroitement lié, mais ça va pas mesurer la même chose. La tracking error mesure la volatilité, la tracking difference mesure la performance. Et donc, avec un cas concret, comme je te l'ai dit, avec le BNP Paribas Easy S&P 500, attention, aucun contenu sponsorisé, d'accord, j'ai pas été payé par BNP. Ici, on peut voir très clairement que chaque année, on voit qu'on a une différence de performance. Tu vois qu'en 2018, l'indice a perdu beaucoup plus que le fonds. Donc le fonds en vert, d'accord, ça correspond bien au BNP Paribas. Tu vois, moins 0,52 et on a moins 1. C'est-à-dire que donc l'indice a perdu beaucoup plus. Donc meilleur résultat pour BNP. Et tu vois également en 2019, on a généré une performance de 35,04%, tandis que l'indice de référence a fait 34,28. Donc là, on a une surperformance. Ça reste très bon. Également en 2020, 8,66%, indice de référence 8,03. Bref, tu vois que le BNP Paribas a réalisé de très très belles performances. Cependant, on voit que ça commence à perdre un peu de terrain. Tu vois qu'en 2024, on a été pile poil, on a collé vraiment super. Et en 2025, cependant, tu vois, l'indice de référence a fait beaucoup mieux. Là, je pense que honnêtement, c'est dû aux frais de change, d'accord, qui a impacté cet ETF et les performances. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, à moins d'avoir un ETF qu'on appelle hedgé pour se protéger contre l'effet des taux de change. N'hésite pas aussi, toi, à me dire en commentaire si tu utilisais la tracking difference ou le tracking error pour évaluer tes ETF. Tu me dis ça en commentaire et dis-moi également quel ETF est-ce que tu as intégré, toi, dans ton PEA ou dans ton CTO pour qu'on puisse échanger ensemble. Et également, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser ton plus beau pouce vert si ce contenu te plaît. Cinquième et dernier critère, ça va être les frais annuels. Les frais d'un ETF sont prélevés directement sur sa performance. Ça aussi, tu vois, c'est pour ça que des fois, on peut avoir, sur la tracking difference, une légère surperformance ou sous-performance, ce qui réduit tes rendements sur le long terme. Et donc voilà, ça c'est très important parce que vraiment, si tu vois que la tracking difference est négative chaque année et en plus des frais supérieurs, donc c'est peut-être dû à ça que l'ETF est mal géré ou bien trop cher. Ici, ce qu'il faut privilégier plutôt, ce sont des ETF avec des frais inférieurs à 0,3%. 0,2%, ça reste l'idéal, surtout si tu as investi, tu vois, sur un horizon de temps de 15, 20 ou 30 ans, c'est un indispensable pour moi. Alors si tu te dis, les frais, c'est pas grand-chose, je vais te montrer justement sur cette diapositive l'impact à long terme et pourquoi il ne faut surtout pas sous-estimer les frais. Surtout que là, on parle juste des frais d'un ETF, sans parler, tu vois, si tu es par exemple dans une banque traditionnelle, où on va rajouter encore et encore des frais qui peuvent même atteindre 2% par an. Bref, on suppose 100 000 euros investis, d'accord, sur 30 ans d'investissement, un marché qui fait 10% annuel. Avec un ETF avec 0,12% de frais, du coup, ça va venir ponctionner, d'accord, sur le rendement, donc ça va s'élever à 9,88% par an, d'accord, c'est vraiment hypothétique, d'accord, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc c'est prélevé directement sur la performance. Et donc le capital après 30 ans, c'est 1,6 million d'euros, d'accord, on est vraiment sur une projection avec intérêt composé, d'accord, ça on peut faire le test. Mais maintenant, regarde si on rajoute quelques pourcentages de frais supplémentaires, avec un ETF à 0,65% de frais, soit un rendement net de l'ETF en termes de performance de 9,35% par an, le capital après 30 ans s'élève à 1,4 million d'euros. Donc oui, ce n'est pas rien puisqu'entre 0,12% de frais et 0,65% de frais, c'est plus de 200 000 euros de différence sur 30 ans avec 100 000 euros investis. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux frais. Je te laisse maintenant imaginer avec 2 ou 3% de frais par an sur des ETF en plus qui sont autopilotés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et de prendre vraiment ton argent en main de manière autonome puisque les banques, puisque tu peux même avoir sur certaines assurances vie qui sont extrêmement chères, des frais qui peuvent s'élever à plus de 3%, d'accord, 3% par an. Juste pour te donner un ordre d'idée, 3% de frais par an sur une durée de 25 ans, c'est plus de la moitié de la performance, d'accord, qui s'évapore. Ta performance, je parle, c'est-à-dire que 50% s'évapore juste en termes de frais. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu reprennes ton avenir en main dès maintenant de manière autonome et avec les ETF justement, c'est ce qu'on apprend au sein de l'école Sequoia. Donc si tu es intéressé, tu scannes ce QR code ou tu vas directement dans le lien dans la description pour réserver un appel soit avec moi ou un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia, son écosystème, les modules
modules d'apprentissage, les lives, le partenariat avec des CGP où tu peux même avoir 5 experts dans un canal privé qui est rien que pour toi, des outils designés sur mesure pour apprendre à choisir tes ETF, tes actions, une communauté privée de plus de 1000 investisseurs. Bref, j'en dis pas plus. Si tu es intéressé pour rejoindre cette école, c'est le premier lien dans la description. Et bien sûr, si tu ne veux pas rejoindre l'école, d'accord, je t'ai quand même préparé une petite surprise. C'est le lien en description, c'est le deuxième. C'est le guide, le super ETF pour que tu puisses apprendre par toi-même à bien choisir tes ETF sur le long terme. Tu as ma méthode, tu as également 10 ETF, d'accord, que j'ai bien sélectionnés pour que tu puisses toi-même faire tes propres avis ou alors être inspiré sur différents ETF. Voilà, investisseur, n'hésite pas à laisser ton plus beau pouce vert et également à t'abonner à la chaîne de Sequoia si ce type de vidéo te plaît. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te dis à très vite, que la croissance soit avec toi, jeune investisseur. Ciao.